Il y a eu un podcast de Affaires sensibles qui parle des ABCD de l'égalité, itinéraire d'une panique morale. Et c'est un truc dont je parle assez souvent quand je parle de la période Manif pour tous, même de la transphobie, etc. Et de parler de la Manif pour tous comme un petit peu le premier, comment dire, le premier backlash anti-trans, en fait, c'était pendant les manifs contre le mariage pour tous, justement. Et notamment ce qui a suivi après avec les ABCD de l'égalité. Et du coup, il y a un podcast d'Affaires sensibles qui revient un petit peu sur toute cette période-là, qu'on a peut-être un peu oublié, hein, peut-être que les plus jeunes d'entre vous l'auront oublié, ou alors c'est resté comme une mémoire fondamentale de votre découverte de la politique et de la société. Du coup, les ABCD de l'égalité, vas-y, je vous propose que on en parle et qu'on revienne un petit peu sur finalement la première grosse panique morale anti-trans, on va dire du 21e siècle, avant même qu'on commence à parler de transidentité de façon médiatique. Bref, allons-y. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, un récit en mode genre, comme diraient les jeunes, les ABCD de l'égalité. En 2014, après leur combat contre le mariage pour tous décidé par le gouvernement de François Hollande, les détracteurs du projet continuent à battre le pavé et à s'exprimer dans la presse. Et ça, c'était quand même un peu une dinguerie parce que déjà, pendant la manif pour tous, pour les gens qui sont trop jeunes pour se rappeler, quel âge avez-vous? Qu'est-ce que vous faites sur ce stream? La manif pour tous, donc mouvement d'opposition à la loi Taubira qui autorise le mariage pour les couples de même sexe. Donc tu avais la manif pour tous et parmi leurs slogans, tu avais des slogans qui étaient extrêmement genrés. Et c'est là que tout ce que je dis toujours, que la transphobie, enfin l'homophobie est toujours déjà une question de transphobie et la transphobie est toujours déjà une question d'homophobie. C'est pour ça que les gens qui disent « Oh là là, non mais en fait LGBT ça n'a aucun sens parce que LGB c'est le sexe et T c'est le genre et du coup c'est deux choses différentes. » Oui mais non en fait, parce que quand on te traite de sale pété, c'est parce que t'es un peu efféminé et c'est parce qu'on te prête une féminité et une féminisation. Donc dans l'homophobie, il y a déjà une transphobie, il y a déjà une police du fait que tu ne remplis pas le rôle de genre que tu devrais remplir. Bref, le climat était irrespirable. Ah ouais. Hein. Mais t'avais un truc extrêmement genré, mais parce que la lutte contre l'homoparentalité, c'était aussi de dire si y a des parents homosexuels, les enfants ne vont plus avoir de repères, ils ne vont plus savoir si c'est des filles ou des garçons, il faut un papa et une maman, etc. Donc t'avais déjà ce discours-là qui était extrêmement genré et binaire, homophobe, mais t'avais aussi ce soupçon et cette panique morale supplémentaire sur les enfants, c'est-à-dire que la conséquence, c'était que des enfants allaient devenir trans à cause du mariage pour tous. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les différents visuels. Appellation d'origine incontrôlée. Hein, ma mère s'appelle Robert. Donc t'avais plein de trucs comme ça où dans l'homophobie, t'avais aussi ces relents de transphobie. Maman s'appelle Gérard. Touche pas à mes stéréotypes de genre. Voilà, que des trucs comme ça quoi. Et donc du coup, le mariage pour tous, c'était une proposition très consensuelle de François Hollande. Il avait littéralement la majorité à l'Assemblée et au Sénat pour la faire passer. Mais il a voulu faire genre que non. Mais alors tous les sondages, alors je sais les sondages IFOP, etc., mais tous les sondages montraient qu'une large majorité, genre je crois 64%, un truc comme ça, des Français étaient favorables au mariage et à l'adoption. Je crois l'adoption c'était un tout petit peu moins, mais le mariage et l'adoption, la majorité des Français étaient pour. Et pourtant François Hollande a prétendu vouloir s'assurer que tout le monde était vraiment d'accord et pouvoir offrir un vrai débat à la société française pour que vraiment les Français aient l'impression de choisir. Et du coup a fait traîner volontairement, alors que Dieu sait que, et ça on en sait quelque chose, qu'il y a 36 000 façons de faire passer les lois de façon accélérée et d'aller vite et de ne pas passer trois plombs, parce qu'en gros c'était vraiment ça passer en commission, ensuite c'était pas mis à l'agenda de l'Assemblée avant 3 mois et après pour le repasser la navette, et en fait la navette parlementaire a duré 1 an en fait quasiment, alors que ça aurait pu aller beaucoup plus vite s'ils avaient eu la volonté politique d'accélérer l'agenda. Voilà. Oui, bizarrement sur la loi travail il a pas fait ça, bizarrement sur la loi travail il a essayé de la faire passer vite. La Zumba parlementaire de la... Oui, non, mais c'est une folie. Hein. En vrai de vrai, bon bref. Donc François Hollande a fait exprès de faire traîner le débat, soi-disant pour s'assurer que tous les Français étaient d'accord, parce que c'est un débat de société très important, mais en réalité, pour se constituer une opposition contre laquelle il peut déjà, remporter une victoire facile, sachant que, en fait, du coup, en faisant traîner le projet de loi, il a failli perdre des gens de ses propres rangs. Donc pour s'offrir une victoire facile et pour montrer que le débat existe, et en fait, surtout pouvoir en fait mettre en scène une victoire sur la droite, et surtout mettre en scène une droite qui a tous les clichés du rétrograde et contre laquelle il est plus facile de lutter. C'est plus facile de lutter contre une droite qui est méchante, homophobe, fondamentalement et raciste, cliché, cateau, qui parle comme ça, pour pouvoir après faire passer des lois de droite sur d'autres sujets.
Donc voilà, donc il y avait un petit peu tous ces trucs-là, et surtout pour commencer à planquer sous le tapis tous les renoncements économiques qu'il était en train de mettre en place. Parce que quand Hollande arrive au pouvoir en 2012, la crise des subprimes est passée. Sarkozy s'est tapé la crise des subprimes pendant tout son mandat. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé en Europe, c'est que la crise des subprimes s'est transformée en une crise des dettes souveraines. Ça veut dire qu'en gros, les banques ont fait n'importe quoi. Les États ont renfloué les banques. Du coup, les États ont augmenté leurs dettes parce qu'ils ont dû emprunter pour renflouer les banques. Et du coup, beaucoup d'États, pour sauver les banques, se sont retrouvés en fait à faire faillite eux-mêmes, donc notamment la Grèce par exemple, même si bon, la faillite de la Grèce n'était pas obligatoire, mais du coup il y a aussi des banques qui ont spéculé sur les défauts de paiement des intérêts des dettes de certains États, notamment européens et notamment la Grèce, littéralement, t'as des banques qui ont spéculé sur le fait que la Grèce n'allait pas rembourser ses intérêts de la dette, etc. Et du coup très très vite, beaucoup d'économies européennes se sont retrouvées complètement dans le rouge, avec une crise de la dette qui permettait en parallèle du coup aux industriels et au monde du capitalisme de faire baisser les dépenses publiques et de se tailler la part du gras avec des crédits d'impôt. Et c'est exactement ce qui s'est passé sous Hollande, c'est que au prétexte de sauver les États d'une crise structurelle parce que l'ère de la croissance est finie et le chômage est en hausse et vous comprenez, en fait, on a été trop généreux avec les aides sociales, ça leur a permis de mettre en place comme politique publique majoritaire des politiques d'austérité massive, de coupe dans les services publics, etc., etc. Du coup, Hollande, quand il arrive au pouvoir, il a le mariage pour tous. Et il a ses allers-retours à Berlin, à Francfort, à Bruxelles, etc. pour parler avec la BCE, avec Merkel, etc. et pour justement faire passer des politiques d'austérité. Du coup, une des raisons aussi pour lesquelles François Hollande a permis à la Manif pour tous d'exister, c'était qu'à domicile, il avait une opposition de droite qui était d'un cliché, mais comme c'est pas permis, vraiment la pire droite rétrograde, etc., etc. Lui, il avait une caution progressiste et il occupait l'espace médiatique avec le mariage pour tous. Et pendant ce temps, il allait négocier des budgets d'austérité à l'Union européenne. Bref, voilà la grande réforme de gauche de François Hollande. Et du coup, après ça, donc c'est là qu'on arrive aux ABCD de l'égalité. C'est que du coup, bon, la loi sur le mariage pour tous est passée. Maintenant, les homosexuels peuvent se marier. Youhou, génial. Mais du coup, en attendant, t'as une union des droites, une véritable union des droites qui s'est mise en place. Et quand je parle d'union des droites, c'est pas des gens qui ont voté ensemble. Quand je parle d'union des droites, c'est que t'as eu des gens qui se sont formés. T'as eu des cadres qui, pendant un an, se sont formés sur la logistique de faire venir des militants en bus pour faire des grandes manifestations, sur la communication, notamment sur les réseaux sociaux, sur la communication auprès des médias, etc., etc. Et tu as toute une nouvelle génération qu'aujourd'hui on retrouve dans les couloirs de l'Assemblée nationale, que ce soit en tant que député ou en tant que collaborateur parlementaire, qui ont politiquement fait leurs armes pendant la Manif pour tous, qui était un moment d'union des droites ou un moment de mouvement social massif des droites. Ou même ministre, d'ailleurs. C'est vrai, il y a même des ministres qui étaient à la Manif pour tous. Donc le mariage pour tous passe. Et après ça, il y a d'autres réformes que l'aile progressiste, on va dire, du PS veut faire passer. Et notamment un petit truc qui est vraiment un micro-amendement à l'éducation nationale, qui était un prétexte supplémentaire pour couper les budgets d'ailleurs, qui a été les ABCD de l'égalité. Et en gros, c'était un truc où c'était une espèce de fascicule, de guide pour les programmes scolaires auprès des enfants, pour apprendre aux enfants l'égalité des sexes. Genre que les femmes pouvaient faire des métiers masculins, entre guillemets, pouvaient jouer au foot, et que les garçons pouvaient prendre soin des enfants et être un peu coquet. Et Belkacem présentait ça comme un grand projet ambitieux. Oui, alors que c'était un fascicule de merde. C'était pas un grand projet ambitieux. Mais bref, c'est un peu son grand projet en mode regardez, on va continuer, on va être le gouvernement progressiste, etc. Sauf qu'en fait, le PS avait déjà pris cher sur le mariage pour tous. Il commençait à être en mode la droite, il commence à s'organiser, etc. Et du coup, ils ont décidé d'offrir une victoire à la droite et d'offrir une victoire à la Manif pour tous, en laissant traîner également le débat sur les ABCD de l'égalité pour pouvoir enterrer la réforme et offrir une victoire à la droite. En 2014, après leur combat contre le mariage pour tous décidé par le gouvernement de François Hollande, les détracteurs du projet continuent à battre le pavé et à s'exprimer dans la presse. Car ils ont trouvé un nouveau cheval de bataille, les ABCD de l'égalité. Cette expérience, pensée par la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, vise à aider les enseignants à bannir les biais sexistes. En clair... Et ça, les gens, vraiment période post-DSK, mais période pré-MeToo quand même. T'avais une partie des socialistes qui étaient en mode l'affaire DSK, c'est un complot pour réduire ses chances d'être président de la République, etc. Donc, c'était aussi une période où on a, en vrai, on sous-estime souvent à quel point MeToo a changé vraiment des trucs dans la base
base des discussions féministes en France, on oublie très souvent que la France d'avant MeToo, ça leur faisait rire qu'on apprenne aux enfants l'égalité des sexes. Ça leur faisait rire un petit peu le truc de « Oh là là, quand même, oui, bon, je suis pour la parité, mais c'est un peu à la Marguerite Stern, quoi. Quand même, je suis pour la parité, mais quand même, il ne faudrait pas que ça prive des hommes qui ont plus de qualifications que des femmes, de postes. Faut pas aller trop loin, tu vois. » Donc t'avais vraiment ce discours de base, quoi. Belkacem, c'est pas une turbo droite. Non, Belkacem, c'était l'aile gauche du PS. Hein. Mais le ministre de l'Éducation à l'époque, pendant les débats sur le mariage pour tous, le premier ministre de l'Éducation, c'était Vincent Peillon, une espèce de mec qui a le charisme d'une huître, et que quand, dans les débats sur le mariage pour tous, on lui demandait s'il était pour ou contre la théorie du genre, il disait non, bien sûr que non, la théorie du genre, je suis contre, etc. Donc, Peyton, voilà. Et Najat Vallaud-Belkacem, c'était un petit peu la caution un peu jeune, racisée, féministe, aux cheveux courts, etc. Et elle a succédé à Vincent Peillon en tant que ministre de l'Éducation, et après, elle est devenue porte-parole du gouvernement. Pour les conservateurs de tous bords, ces ABCD ne seraient qu'une tentative supplémentaire pour introduire la pseudo-théorie du genre à l'école, voire d'apprendre la masturbation dès la maternelle. Et ça c'était un truc vraiment... Bon, ça on connaît, hein, c'est vraiment les discours. Mais la pseudo-théorie du genre, je pense qu'ils vont revenir là-dessus, hein, mais t'avais tout un truc où la Manif pour tous a bien réussi son coup parce que le PS était complètement lâche. Du coup, quand il disait « Est-ce que vous voulez la théorie du genre ?» le PS disait non. Et « Ah non, mais la théorie du genre, ça n'existe pas, etc. etc. » Alors que non, oui, la théorie du genre, ça existe et c'est bien, en fait. La théorie du genre, c'est que le genre est une construction sociale et c'est basé, c'est le principe même du genre. Bref. Mais oui, c'est déjà toutes les paniques morales sur si on apprend le féminisme aux enfants, ça va être de la pédocriminalité, on va leur apprendre à se masturber, blabla, etc. etc. Enfin bref, quoi. Les milieux conservateurs, voire réactionnaires, s'emballent. De campagne de SMS en réaction politique sur les plateaux de télé, les attaques contre la ministre et son programme. L'attaque sur l'homosexualité et pédophilie, c'était à la fois à fond sous-entendu. Oui, de fou, c'était en mode pourquoi des hommes gays voudraient un enfant, on sait très bien ce qu'ils font avec les enfants, wink wink. Et c'était aussi la zoophilie. C'était le cardinal de Lyon, le cardinal Barbarin, qui avait une phrase à la radio pour dire « Ah, aujourd'hui, les homosexuels, et demain quoi? Se marier avec des animaux, c'est ça ?» Si aujourd'hui on autorise les homosexuels, demain on autorisera les animaux. Ouais. Oui, Barbarin lui-même qui a protégé des prêtres pédophiles, bien sûr. Notre invitée aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, justement, présidente de France Terre d'Asile aujourd'hui, et ancienne ministre de l'Éducation nationale et des droits des femmes. Plus j'aime bien faire sensible, il a une voix. C'est vraiment la définition même de la voix de radio. Il n'y a pas une seule voix de radio, il y a plein de voix qui sont hyper agréables en radio. Mais lui, avec sa voix d'outre-tombe, incroyable, bref. Oui, maintenant elle est à France Terre d'Asile. Mais comme beaucoup, hein, comme c'était Hamon aussi, qui s'était recyclé dans l'humanitaire, il y en a, ça arrivait à pas mal d'anciens ministres de Hollande, ou même de députés, de se refaire un peu, de continuer, d'aller dans l'humanitaire, etc. Voilà. C'est une journée un peu spéciale pour les élèves de l'école maternelle et élémentaire de Château-Gaillard, à Villeurbanne près de Lyon. En ce lundi matin de janvier 2014, les jeunes élèves partagent leur salle de classe avec des journalistes et des caméras. Lyon, hein. Bon, c'est Villeurbanne, mais bon, Lyon, quoi, voilà. C'est qu'ils reçoivent la visite de 2 ministres pour le prix d'un. Pour autant, pas de quoi impressionner les enfants. Bien assis sur leur chaise et qui lèvent la main énergiquement pour répondre aux questions de leur prof du jour, Najat Vallaud-Belkacem et Vincent Peillon. Respectivement ministre des droits des femmes et ministre de l'Éducation, en ce début d'année 2014, ils sont venus visiter l'une des écoles qui expérimente, depuis la rentrée, un programme qui fait couler beaucoup d'encre. À chaque fois que tu parles d'expérimentation, que ce soit en pédagogie, que ce soit en politique, etc., c'est en mode ils utilisent nos enfants comme des cobayes parce que l'expérimentation, ça fait un peu expérience, ça fait un peu savant fou, quoi. C'était avant les drag queens à l'école, les gens. C'était avant les drag queens à l'école, avant les drag queens dans des librairies, avant les drag queens dans des trucs. C'était les ABCD de l'égalité. C'était on va apprendre aux enfants. En plus, littéralement, hein, le contenu des ABCD de l'égalité, c'était quoi? C'était les filles sont pas obligées de jouer à la dinette, quoi. Les ABCD de l'égalité. Face au ministre et sous l'œil des caméras, l'enseignante discute avec les enfants sur les activités qu'on attribue aux filles ou aux garçons grâce à ce type de module pédagogique. Oui, c'était vraiment en mode, on parle aux enfants en mode, selon vous, c'est quoi les jeux de filles? C'est quoi les jeux de garçons? Ah, et pourquoi? Est-ce que ça veut dire que les filles ne peuvent pas jouer au foot? Non. Oui, car tu as joué au foot avec ton amie Juliette l'autre jour. Donc alors pourquoi? C'est vraiment juste ça, quoi. L'objectif affiché est d'agir contre les inégalités dès le plus jeune âge et de transmettre une culture de l'égalité entre les sexes.
600 écoles, dont 10 académies volontaires, dont celle de Lyon donc, ont été sélectionnées pour expérimenter ce programme pendant 1 an. Moi, oui, c'est ça. Moi, j'aime la maîtresse. Moi, j'aime bien faire la cuisine avec ma maman. Est-ce que c'est parce que je suis une fille? Mais après, moi, j'aime bien faire la cuisine. Est-ce que c'est... Oui, mais tu sais, c'est bien d'aimer faire la cuisine, mais ce serait... Est-ce que parfois, tu n'aimerais pas que ton papa, il fasse... C'est vrai que moi, j'aimerais bien faire la cuisine avec mon papa aussi. C'est vraiment... C'était ça, quoi. C'était juste ça. J'ai une pote qui a assisté à un EVARS récemment, donc éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Récemment, il y a aussi un problème de formation des gens qui font parfois, ça finit en débat sur la biologie et sur les oestrogènes. Oui, oui. En fait, ça, c'est que même, il y a mettre en place un sujet pour apprendre l'égalité aux enfants, et après, enfin, un programme, pardon, pour apprendre l'égalité aux enfants, et après, il y a, qu'est-ce que tu mets dedans? Le vrai sujet, c'est aussi que ça a ouvert le sujet de la sexualité, donc des abus subis par les enfants. Alors, pas les ABCD de l'égalité, non, non, non. Les ABCD de l'égalité, c'était vraiment juste... Attends, je vais voir si je peux vous retrouver le truc. Vous trouverez sur le site différents outils. Outils de formation, des conférences et interviews effectuées lors des journées de formation sur les thèmes filles et garçons, donc des trucs de formation, diapositives, une grille d'observation, bibliographie, blabla, outils pédagogiques à télécharger, ensemble de ressources pour sensibiliser les élèves et place une réflexion sur leur propre comportement professionnel en matière d'égalité filles-garçons. Parce que c'était aussi ça, c'était aussi apprendre aux professeurs à réfléchir à leur propre biais. Parce que tu sais, t'avais souvent des trucs comme ça en sociologie du genre, en sociologie de l'éducation, que souvent les profs avaient des biais entre les filles et les garçons, que les profs acceptaient beaucoup plus les garçons qui parlaient en classe que les filles et du coup réprimaient davantage les filles quand elles étaient un peu chahutantes que les garçons. Sous-entendu, les garçons, c'est normal qu'ils parlent. Par contre, ils avaient tendance davantage à prêter une image de sage et enfin, tu sais, t'avais tout un truc un peu, t'avais tous les biais genrés en fait dans l'éducation, quoi. Des outils à votre disposition, des ouvrages qui traitent de l'égalité entre filles et garçons, mais aussi des albums jeunesse pour bousculer les stéréotypes filles-garçons, les fameux Madame et Monsieur Ours. Et donc c'est en mode, tu vois un ours qui fait des trucs, et donc c'est juste 2 ours, t'as un ours qui cuisine et un ours qui peint, et du coup les enfants ils doivent répondre, est-ce que c'est Madame, est-ce que c'est Monsieur, ou est-ce que c'est les deux? Et le but c'était de montrer aux enfants que en fait Monsieur Ours peut faire la cuisine et Madame Ours peut faire de la peinture. Donc voilà. Donc c'est vraiment, ça parlait même pas de sexualité. C'est pour ça que dans le nombre, dans les campagnes, comment dire, dans les paniques morales, dans toutes les paniques morales qu'il y a eu autour de ça, le cœur de la panique morale c'était ils vont apprendre aux enfants la sexualité, ils vont apprendre l'homosexualité aux enfants, ils vont les apprendre à se masturber, alors que juste ils apprenaient que peut-être que si t'avais l'impression que c'était Madame Ours qui est à la cuisine et Monsieur Ours qui fait de la peinture, il faut réfléchir différemment et que Monsieur Ours peut aussi cuisiner et Madame Ours peut aussi faire de la peinture et qu'en fait c'est les deux. Voilà quoi. Je pensais qu'il y avait un petit truc sur le rationnel sexuel. Pas du tout, pas du tout. C'était vraiment basique de chez basique. Hein. Les enseignants sont formés pour mettre en place ces fameux ABCD, aidés par des ressources pédagogiques en ligne. Vaste programme. Et c'est tout sourire que les 2 ministres voient les ABCD sur le long terme, comme il l'explique au micro de BFM TV. Dès la maternelle, les schémas sont donc bien ancrés. Et cela a des conséquences importantes en termes d'égalité professionnelle, des conséquences que le gouvernement entend combattre. Le truc, c'est les hommes ne peuvent être des hommes et les femmes pareil. Oui, c'est ça, en fait, c'est parce que quelque part, les catholiques réactionnaires avaient pas tort dans leur analyse. C'est-à-dire qu'ils étaient en mode « Ah là là, avec le mariage homosexuel, on va nous apprendre qu'il n'y a pas de femmes et qu'il n'y a pas d'hommes parce qu'en fait, si 2 hommes ou 2 femmes peuvent élever des enfants, ça veut dire que la complémentarité des sexes n'existe pas et que du coup, les filles et les garçons peuvent faire les mêmes choses. » Et en fait, ils avaient raison. Mais du coup, c'est bien. Et le PS a pas eu les couilles de dire « C'est bien ». Et c'est ça qui était intéressant, tu vois. C'est que en vrai de vrai, oui, c'était parfaitement logique de dire que oui, si on remet en question les rôles genrés dans la famille, on va les remettre en question aussi chez les enfants et on va apprendre aux enfants qu'ils peuvent être pareils et que finalement le genre, il n'y a pas grande différence, etc., etc., quoi. Après, c'était pas faux le truc du ça commence par le mariage puis ce sera l'adoption, oui, mais basé... oui, c'est ça, ce sera le mariage, après bon, le mariage et l'adoption étaient ensemble, tu vois. Mais non, c'était la PMA et la GPA beaucoup. C'était en mode, ah là là, parce que dans le projet initial, il y avait la PMA pour les lesbiennes, mais il n'y avait pas la GPA. Et du coup, la Manif pour tous avait dit, ah là là, ils veulent la PMA et la GPA, on est contre la PMA et la GPA. Et du coup, en mettant PMA et GPA dans le même, donc la gestation pour autrui, donc les mères porteuses, dans le même sac, du coup, ça permettait de dire, ah là là, regardez, ils veulent absolument, en gros, les homosexuels veulent acheter des enfants sur catalogue, quoi. Parce que les homosexuels veulent les violer, je sais pas. Bref. Même chez les cathos, j'en étais, la GPA était pas perçue comme au même niveau. C'était la PMA, je fais principe. Ah ouais? Ah, c'est intéressant parce que dans ma tête, ils jouaient sur l'amalgame PMA-GPA parce que je sais que dans mon collège catho, il y avait des débats sur la GPA
ça, et les gens qui étaient en mode c'est pas bien parce que regardez les femmes, elles peuvent, voilà. Ok, mais et du coup, eux, c'était vraiment la PMA pour les lesbiennes où ils étaient en mode c'est contre nature, elles vont faire des enfants sans les hommes et c'est la fin du truc, quoi. Ok. Oui, en vrai, chez les gens normaux, c'était le vrai truc, c'était l'adoption, la vérité. Oui, la PMA sans père, oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand le projet de loi bioéthique qui contenait du coup l'ouverture de la PMA pour les couples lesbiens et les femmes célibataires, ils ont tenté, la Manif pour tous a tenté un peu un revival, ils ont essayé de faire une manif qui a floppé et du coup après ils sont plus jamais revenus. Mais oui, ils ont essayé un comeback aussi pendant la loi bioéthique, je me rappelle. Les filles réussissent bien à l'école, mais nous avons très peu de filles qui s'autorisent à devenir ingénieurs. Oui, c'était tout le truc aussi à l'époque de, en fait, les filles elles ont des bonnes notes, mais elles s'auto-censurent dans les matières scientifiques et notamment, bah du coup, les filles qui ont des très très bonnes notes, elles vont pas forcément en S, elles demandent pas forcément à aller dans des matières mathématiques, etc. Et c'était un peu en mode l'égalité dans les parcours, encourager les filles à aller vers des études d'ingénieur et pas faire que des trucs qui, in fine, feront qu'elles seront moins payées, etc. Donc, en fait, c'était vraiment tout un truc basique de on éduque les enfants à ne pas s'autocensurer et les filles à avoir confiance en elles, quoi. Genre, c'était vraiment... Nous avons une crise du recrutement des ingénieurs en France. Et donc, ne pas, encore une fois, se freiner dès le plus jeune âge avec des représentations et des stéréotypes qui ne sont plus adaptés à ce que le droit... Il faut se souvenir aussi d'à quel point la Manif pour tous était violente dans leur insinuation de pédophilie durant les manifs. C'était pas mal de gros arguments. Oui, en vrai de vrai, c'était ça. Hein. C'était pédophiles, ils vont violer les enfants, c'est pour ça qu'ils veulent les adopter. Hein. C'est juste basique. Oui, c'est ça, c'est vraiment la base de la base. Mais en fait, c'est pour ça que maintenant, dans un monde un peu post-MeToo, avec tout le renouveau générationnel féministe qui s'est fait, etc., pour nous, c'est un peu la base. Tu vois, pour nous, on est en mode oui, c'est évident. Mais à l'époque... offre aujourd'hui aux individus. Sauf qu'au même moment, sur les réseaux sociaux, les commentaires s'affolent. Vincent Payon et Najat Vallaud-Belkacem en profitent alors pour lancer le formatage au genre ABC dans les écoles maternelles, écrit un internaute. Voilà, le formatage au genre. T'avais un truc qui s'appelait Vigigender aussi. Où ils faisaient des trucs en mode, ils vont apprendre le gender aux enfants. Le gender, hein, la théorie du gender. Oh là là. Après, c'est vraiment le moment où je me suis politisé. Ça rappelle un peu des souvenirs. Voilà déjà plusieurs mois que la ministre des Droits des Femmes et son programme des ABCD sont la cible de toutes les polémiques. En voulant questionner la catégorisation féminin-masculin des métiers ou des jouets et déconstruire les stéréotypes de genre, comme les poupées pour les petites filles, les voitures miniatures pour les petits garçons, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Les ABCD deviennent un sujet brûlant qui agite les écoles et les bancs de l'Assemblée nationale. C'est ça, parce que le problème, c'est que à la limite, les homosexuels qui se marient entre eux, de toute façon, on n'a pas à les côtoyer. Mais là où ça touchait vraiment juste, on va dire, là où ça touchait vraiment là où il faut pas pour les catholiques, c'était que ça attaquait le fondement en fait de la doctrine, de la doctrine conservatrice et antiféministe, qui est la complémentarité des sexes. On regardait Marguerite Stern tout à l'heure, c'est totalement son discours, la complémentarité des sexes. Il faut des gros bonhommes avec leurs gros tuyaux pour éteindre les incendies et des gentilles femmes toutes douces pour faire du soin à la personne. Et en fait, c'est l'idée, c'est le différentialisme, hein, c'est l'essentialisme, c'est du coup ce que les catholiques appellent d'ailleurs pas que les catholiques, hein, mais la complémentarité des sexes. Et en fait, la complémentarité des sexes, c'est un petit peu le discours qui a été développé notamment par le Vatican, mais pas que, hein, pour contrer les avancées féministes à l'époque, notamment au niveau de l'ONU. En gros, au cours du XXe siècle, notamment de la deuxième moitié du XXe siècle, lorsque l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, existe, il commence à y avoir du coup des mouvements féministes qui se développent, qui s'institutionnalisent, etc., etc. Il y avait déjà des mouvements féministes internationaux avant, mais c'est vraiment à partir de l'ONU qu'il commence à y avoir des conférences internationales pour les droits des femmes, notamment autour de la question de la contraception, de l'avortement, de l'égalité en règle générale, etc., etc. De la non-discrimination, les trucs comme ça, et donc de reconnaître justement les droits des femmes comme des droits humains, etc., etc. Et du coup, en fait, à ce moment-là, et c'est un truc qui explique Bruno Perrault qui en parlait un petit peu, et il y avait aussi David Paternotte qui a beaucoup étudié les mouvements anti-genre, et Bruno Perrault qui a écrit un bouquin qui s'appelle Qui a peur de la théorie queer aux presses de Sciences Po, qui revenait un petit peu sur l'historique de comment en fait tout ça, ça vient à la base de la propagande antiféministe, notamment coordonnée par le Vatican. Mais alors, pourquoi par le Vatican? Parce que le Vatican étant une cité-État, ils ont une représentation aux Nations Unies. Ils sont membres observateurs de l'Organisation des Nations Unies, mais du coup, ils ont un petit peu le droit de citer et aussi une observation de ce qui se passe dans le domaine de la diplomatie. Et du coup, en 1975, il y a une conférence pour les droits des femmes à l'ONU qui lance un peu le projet. Non, c'est pas en 75. Fin 70, début 80. Enfin bref, dans les années fin 70, début 80, il commence à y avoir des discussions au niveau diplomatique à l'Organisation des Nations Unies pour réfléchir et penser justement des normes internationales pour protéger les droits des femmes. Et ça culmine du coup en 1995 avec la conférence de Pékin sur les droits des femmes, pour lesquelles du coup le Vatican
Vatican avait énormément préparé des contre-discours, avait énormément lu toute la théorie du genre. Hein. Je pense que les cathos ont beaucoup plus la théorie du genre que la moitié des féministes que je connais. Et pourtant, c'est des féministes qui ont beaucoup lu. Mais du coup, ils ont énormément épluché tout ce qui se faisait d'études féministes, d'études de genre, etc. Ils ont lu Judith Butler, ils ont lu Teresa de Lauretis, etc. Enfin bref, ils ont lu plein de trucs. Et ils ont commencé à développer justement cette contre-argumentation parce que eux, leur obsession, justement, c'était l'avortement. Eux, leur obsession, c'était l'avortement et la contraception. Il ne faut surtout pas que l'Organisation des Nations Unies, qu'un organisme international, reconnaisse le droit à la contraception et à l'avortement pour les femmes. Et du coup, ils ont commencé à développer toute cette contre-propagande sur la complémentarité des sexes, sur les dangers de la théorie du genre, etc. Et de dire que les genres étant complémentaires, on n'avait pas besoin de féminisme et donc on n'avait pas besoin de légiférer au niveau international sur les droits des femmes et d'en faire des droits humains, etc. Parce que c'était la nature, c'était la vie privée, etc., etc. Pourquoi je vous refais toute cette historique du XXe siècle, etc. C'est que lorsque le gouvernement français essaie de mettre en place les ABCD de l'égalité, il touche exactement à ce contre quoi le Vatican a mis en place tout cet appareil de propagande après qui a été activé dans les trucs contre le mariage pour tous. Les premiers dans les années 2000, c'était en Croatie où c'était un petit peu le premier crash test des campagnes anti-genre en Europe. C'était en Croatie où il y a eu une campagne, non pas pour le mariage pour tous, mais pour faire passer un amendement constitutionnel qui définit le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme au nom de la complémentarité des sexes, etc., etc. Donc, qui, du coup, constitutionnalise, du coup, cette idéologie de complémentarité des sexes, donc de discrimination, en fait, légale, tout en mettant des garde-fous contre les avancées des droits des homosexuels, voyant, du coup, les avancées des droits des homosexuels comme une conséquence, / une pipeline pour les avancées des droits des femmes. Enfin, comme un lien, en tout cas, avec les avancées des droits des femmes. Donc, quand les ABCD de l'égalité arrivent, tout ce contre quoi le Vatican a préparé des campagnes agressives et actives sur les questions féministes, sur les questions de genre, etc., etc., arrive. Tout ce contre quoi ils se sont battus depuis le début commence à arriver et à être formulé. Et du coup, ils disent « Ah, vous voyez, on avait raison. Ils veulent aller contre la nature et la complémentarité des sexes. » Alors que c'est la base du féminisme. Alors qu'en fait, parce que ce contre quoi le Vatican se bat à la base, c'est les mouvements féministes. C'est le droit à l'avortement, c'est l'égalité des sexes. Et donc, en réalité, les ABCD de l'égalité, c'est quoi? C'est le b.a.-ba du féminisme. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ont été aussi hargneux contre les ABCD de l'égalité. C'est parce que c'était le risque d'entériner une éducation féministe et donc d'arriver sur la catastrophe que ne voulaient surtout pas les conservateurs, c'était qu'on avance un petit peu sur les questions basiques de féminisme en France, quoi. Bref, voilà. Déjà en septembre 2012, Vincent Peillon et Najat Vallaud-Belkacem déclaraient dans une tribune publiée dans Le Monde vouloir mettre l'égalité des filles et des garçons au cœur même de la refondation républicaine de l'école. Une tribune qui résume plusieurs décennies de recherche en sociologie de l'éducation et qui rappelle que oui, les représentations genrées ont un impact sur les compétences supposées des élèves. Oui, en plus, c'est vraiment un truc basique pour assurer l'égalité et l'école vraiment républicaine, il faut s'attaquer aux inégalités de genre parce que les inégalités de genre créent un vice dans l'éducation, dans l'égalité républicaine parce que là où il devrait y avoir de l'égalité parce que l'école elle est absolument parfaite, du coup il y a moins d'égalité parce que à cause des biais genrés, les filles et les garçons n'ont pas les mêmes opportunités de réussir plus tard, quoi. C'est vraiment le b.a.-ba de la base, quoi. Genre, voilà. Au final, ces ABCD ne serait que l'application d'une des missions de l'école, à savoir lutter contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes, comme l'indique le Code de l'éducation. Mais l'argument ne convainc pas. Non, c'est pas que l'argument ne convainc pas. C'est qu'ils ont déjà perdu sur le mariage pour tous. Ils veulent s'offrir une victoire. Et surtout, ils sont face à littéralement tout ce contre quoi ils se battent depuis le début, c'est-à-dire le féminisme, quoi. Car les ABCD arrivent dans un contexte politique particulier. Quelques mois après l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels, souvenez-vous. C'était le 17 mai 2013. Pour 331, contre 225. Ah ça valait le coup de faire traîner le débat pendant 1 an. Ça valait le coup de nous faire traîner avec la manif pour tous dans les rues toutes les semaines pour qu'au final, vous aviez la majorité à l'Assemblée nationale, ça passait direct, bande de bref. Et rappel, encore une fois, pendant les débats sur le mariage pour tous, Vincent Peillon avait été invité à un débat télévisé, etc. Et à ce moment-là, on lui avait dit, Monsieur Peillon, est-ce que vous êtes pour la théorie du genre à l'école, etc. Ils avaient déjà pris chose. Est-ce que vous êtes pour la théorie du genre à l'école? Et non, la théorie du genre, surtout pas. Et après, oui, tu te retrouves à défendre les ABCD de l'égalité. En fait, ils se sont tirés une balle dans le pied. Comme pendant tous les débats sur le mariage pour tous, ils n'ont pas assumé que oui, le féminisme et l'égalité c'est bien et qu'en fait la théorie du genre c'est pas grave, et au lieu de dire la théorie du genre n'existe pas, ils auraient plutôt dû la défendre. Du coup ils se sont retrouvés avec les ABCD de l'égalité à du coup défendre un truc dont ils avaient juré qu'ils ne voulaient pas. Le climat politique est délétère. L'adoption de la loi qui ouvre le mariage et l'adoption couple de même sexe n'a pas sonné la fin de la colère de ses opposants.
La Ah oui. Manif pour tous a squatté les plateaux de télé pendant des mois, dans leurs t-shirts roses et bleus. Leur homophobie ne faiblit pas, et leurs têtes de proue ne sont pas près d'avouer leur défaite. Ah bien sûr. D'autant que les ABCD de l'égalité touchent à un thème central chez les membres de la Manif pour tous. L'école et l'éducation des enfants. Et les différences filles-garçons, la complémentarité des sexes, voilà, genre c'est le féminisme. Le féminisme en fait, tout simplement, ils sont pas juste homophobes, ils sont anti-féministes. Bref. Rappelle qui était le leader des manifs. Ah oui, il y a des gens qui n'ont pas connu ça. Frigide Barjot. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, c'est le roi qui parle. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec un seul, ça ne le fait. Voilà, from danser sur les tables du Banana Café to être la porte-parole de la Manif pour tous. Elle était la porte-parole de la Manif pour tous, tout à fait. Comment dire, Frigide Barjot, personnage fascinant. À l'époque de Sciences Po et tout, ça dansait ça dansait au Banana Café, ça se disait fais-moi l'amour avec 2 doigts, c'était un petit peu la jeunesse, un peu libertine, un peu machin et tout. Et elle a tourné un peu plus droitarde, plus machin, et notamment conservatrice et complètement anti-mariage pour tous, homophobe et tout, enfin voilà quoi. Ah, libertine hétéro, non mais bien sûr, libertine hétéro, attention. Elle avait beaucoup d'amis gays, mais elle était hétérosexuelle. Elle disait toujours qu'elle avait plein d'amis gays, et c'est ce qui a aussi donné une carrière à Caroline Fourest. D'ailleurs, les gens, si vous vous demandez pourquoi Caroline Fourest fait chier son monde dans les colonnes de Franc-Tireur, c'est parce que à l'époque, à On n'est pas couché, elle s'est clashée avec Frigide Barjot. Elle était pour le mariage pour tous, bien évidemment. Caroline Fourest, elle est lesbienne et elle voulait se marier avec sa meuf. Et Frigide Barjot, c'était la porte-parole de la Manif pour tous. Et ça a été un clash assez légendaire qui a tourné absolument partout. Et qui a... Alors, il y avait Tariq Ramadan avant, c'est vrai. Mais en vrai de vrai, dans le mainstream, ça a été surtout Frigide Barjot. Vous défendez le code civil, mais il se trouve que le code civil, il y a une notion qui est dedans et qui reste, qui est maintenue, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je voulais savoir, est-ce qu'il n'est pas en train de crier au loup finalement, en disant cet intérêt ne va pas être respecté On ne remet pas du tout en question le fait que des homos puissent élever des enfants, c'est pas le souci du tout. Le On veut juste pas qu'ils le fassent. C'est qu'il n'y a pas d'intérêt supérieur de l'enfant quand il ne peut plus avoir accès à ses origines. Le projet de loi efface la sexuation et la filiation. Et à partir de ce moment-là, un être humain n'aura plus accès à ses origines, notamment par le principe de l'adoption plénière, qui va substituer une filiation artificielle. C'est déjà le cas pour les... En fait, c'est que des trucs où ils étaient en mode contre l'adoption tout court, mais comme c'était des homos, c'était différent, tu vois. Genre, c'était en mode non, mais l'adoption c'est bien, mais comme c'est des homos, ce sera l'adoption plénière et ils auront plus leurs origines, alors que c'est déjà le cas avec l'adoption. Mais bon, bref. À la filiation biologique, un des parents va disparaître. Ça sera du sperme anonyme ou bien la gestation pour autrui. En fait, quand on dit adopter... Et c'est ça, c'est que la Manif pour tous, faut pas oublier qu'ils ont fait toute leur campagne contre la PMA et la GPA, alors que la PMA avait déjà été retirée du projet de loi et la GPA n'avait jamais été à la... Et on a passé 1 an à dire non, la PMA et la GPA ne sont pas dans le projet de loi. Non, la GPA n'a jamais été sur... Genre, c'est vraiment genre, on a passé 1 an à dire ça. Et eux, ils ont passé 1 an à dire mais la PMA et la GPA, c'est dangereux. Il y aura du sperme anonyme. Il faudra les fabriquer. Et c'est ça que nous... Ah oui, il y avait aussi le truc de ils vont fabriquer des enfants et en fait, ils vont faire de l'expérimentation sur les embryons, je sais plus quoi après. Véritablement que nous combattons, et même déjà dans l'adoption aujourd'hui, on adopterait des enfants par 2 personnes de même sexe en transmettant la filiation. Mais rien dans le projet. Écoutez, faire disparaître carrément l'être humain du code civil, ça n'est pas possible pour nous. Donc voilà, donc globalement, oui, il y a déjà du sperme anonyme, ça existe déjà. Alors oui, c'était vraiment, si vous pensez que les manifestations de gauche sont parfois un peu cringe, regardez juste les manifs pour tous. Un homme et une femme dans une ambiance festive. À Paris, ils étaient plusieurs dizaines de milliers à se réunir, pancartes et ballons à la main, pour afficher leur opposition au projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Et le nombre de gosses qui ont été obligés de porter ces putains de pancartes, alors que pendant ce temps, ils regardaient dans les vestiaires et ils étaient un peu amoureux de leurs camarades de classe de même sexe, et que le nombre de gens, et ça c'est, je crois que c'est Rosane Le Carboulet qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Humiliés, sur les enfants de la Manif pour tous qui ont été complètement, beaucoup
beaucoup qui ont été un peu détruits par cette période-là, quoi. Genre, c'était vraiment en mode, genre, ils étaient vraiment à l'âge où ils découvrent leur sexualité et ils sont ramenés à la manif pour tous toutes les semaines par leurs darons en mode, c'est pas bien que les homosexuels ils aient des enfants et ils puissent se marier. Et t'es en mode, mais moi j'aimerais bien me marier avec celui dont je suis amoureux et voilà, les homosexuels c'est pas bien, quoi. Et vous imaginez bien ce que les parents disaient en privé à la maison. Des manifestations qui se veulent apolitiques et ouvertes à toutes les religions. Il était ainsi possible de croiser prêtres, évêques, recteurs de mosquées dans les cortèges. Plus que la parole de Dieu, c'est surtout une vision de la société qu'ils sont venus défendre. J'ai bien aimé cette phrase du président des protestants, le pasteur Batty, qui a dit... Ah oui, Philippe Barbarin, le cardinal de Lyon, qui pendant ce temps était en train de couvrir des affaires de pédocriminalité de son archevêché, là. Cardinal, hein. Mais bref. Donc Barbarin, c'est celui qui disait si on autorise les homosexuels à se marier, demain ce sera les zoophiles. Voilà. Le meilleur allié des pédophiles qui traitait les homosexuels qui avaient rien demandé de pédophiles. Hein. Attention, ce projet de loi risque de semer un très grand trouble. Ou bien le grand rabbin de France, qui a parlé avec beaucoup de simplicité, il dit « Je souhaite vivre dans un pays où les mots les plus simples gardent leur sens ». Des manifestations qui se sont déroulées sans heurts ou presque. À Lyon, une quarantaine de contre-manifestants ont été interpellés. À Toulouse, les policiers ont dû tirer des gaz lacrymogènes pour repousser des partisans du mariage homosexuel. Comme quoi, la grande tradition des flics sous Hollande, ça a toujours été de tabasser les manifestants de gauche, hein, même pendant la manif pour tous. Hein. Tout ça pour dire que la manif pour tous, sous les prétextes de gna gna gna, le mariage, etc., surtout c'était la question du genre. Voilà, tout ça pour ça. C'était une méta quand même. Hein. En 2011, des associations catholiques s'étaient mobilisées contre des manuels de SVT qui mentionnaient la notion d'identité de genre. Des députés de l'UMP, mais aussi du Parti chrétien-démocrate, comme Christine Boutin, avaient demandé la suppression de cette notion dans les programmes de SVT. Mais en ce début d'année 2014, la fronde contre les ABCD de l'égalité ne vient pas que du camp conservateur traditionnel. Les médias voient émerger le mouvement des journées de retrait de l'école, comme le raconte M6 dans ce reportage de janvier 2014. Hier, sur les 400 élèves que compte l'école élémentaire Alfred Binet du quartier de Meaux, 160 ne se sont pas rendus en classe. Et ce n'est pas un virus qui les en a empêchés, mais ce texto reçu la semaine dernière par plusieurs parents d'élèves. À l'origine de ce SMS, un mouvement appelé Journée de retrait, qui affirme que la théorie du genre va être enseignée aux enfants, un discours relayé par des arguments chocs. Qu'on allait, dès la maternelle, apprendre aux enfants la sexualité avec démonstration. On craint que nos enfants ont des mœurs plus libérées qu'ils en ont déjà. Je pense que les enfants en ont déjà assez dans la tête pour avoir des mœurs encore plus libérées à l'école. La daronne qui est en mode, bon, c'est bon, ça va, ils ont déjà des mœurs assez libérées, qu'est-ce que tu veux de plus, hein, voilà, ils regardent déjà du porno, nos gosses, c'est bon, on le sait. Avec démonstration, hein. Il y a des gens qui vont faire l'amour devant les enfants. Non mais ça, c'est là que tu vois vraiment le degré de panique morale stupide, et les gens, ils ont cru, hein. Genre, t'avais des gens quand même qui devaient aller à la télé pour débunker ça, quoi. Ces journées de retrait sont à l'initiative d'une militante antiraciste et ancienne figure de la Marche des Beurs dans les années 80, Farida Belgoul. Et puis, il se trouve que cette instite est devenue une proche du militant d'extrême droite Alain Soral. Oui, voilà, c'est surtout une soralienne, quoi, voilà. Selon elle, les ABCD de l'égalité ne seraient qu'une manière pour le ministère d'introduire une théorie du genre à l'école, donc, et de pervertir les enfants. Oui, parce qu'in fine, hein, ça va pas très loin, hein, c'est juste ils vont pervertir les enfants, un papa, une maman, voilà quoi, genre sous-entendu, je sais toujours pas ce que ça veut dire pervertir les enfants, mais vont pervertir les enfants, je sais pas. L'antisémitisme on approche de quoi? Ah mais les gens, si vous connaissez votre Soral, bien sûr, le lien entre les juifs, les homosexuels qui veulent pervertir les enfants et contrôler le monde entier, etc. Et notamment quand il s'agit de la famille, de la reproduction, etc. Bien sûr, bien sûr. Dans un billet de blog, elle présente même Najat Vallaud-Belkacem comme la chouchoute du lobby trans, bi et compagnie. Trans, bi, à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup des... Enfin si, on parlait des trans, bien sûr, il y avait des mouvements militants trans, etc., etc. Mais genre, on commence vraiment à parler de façon mainstream des trans via la pop culture en France que 2-3 ans plus tard, hein. Que là on est quoi? On est en 2013-2014. Les trans ça commence à arriver en 2015-2016, hein, et encore, hein. Donc c'est vraiment les trans-bi, etc. Voilà, bon. On sait pas quoi, mais c'est les trans-bi, etc. Et la nomination de la ministre comme une déclaration de guerre aux familles de France. Là encore, je reprends son expression. Sur les réseaux, elle multiplie les vidéos où elle prétend dénoncer la prise en otage de nos enfants, la propagande LGBT et la société dégénérée. Je cite toujours. Comme quoi c'est facile de faire de la politique à l'extrême droite, hein. T'as juste à mettre des buzzwords ensemble et ça fonctionne, quoi. C'est fou. Des vidéos qui enregistrent des centaines de milliers de vues.
Et elle l'affirme. Le programme des ABCD veut détruire le modèle hétérosexuel de la famille et nier les différences biologiques entre hommes et femmes. Nier les différences biologiques entre hommes et femmes, le féminisme, tout ça, quoi. Les ABCD de l'égalité seraient l'occasion pour ses contempteurs de dispenser des cours de masturbation dès la maternelle, de modules d'éducation sexuelle avec démonstration, ou de distribution de peluches en forme de pénis et de vagin. Alors que rappel, hein, c'était t'as 2 images d'ours, t'as un ours qui fait la cuisine et un ours qui fait de la peinture, et il faut demander aux enfants, tu penses que lequel est un ours garçon et lequel est un ours fille, hein. Genre vraiment, c'est... Ah ouais, non mais vraiment tout ça. Non mais ils s'imaginaient des scénarios porno, je pense même Barbarin, il était jaloux, hein. En plus des vidéos sur les réseaux sociaux, le collectif inonde les parents d'élèves, notamment ceux issus de la communauté musulmane, de SMS alarmistes, comme celui-ci. Pour tous ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, attention, le 27 janvier 2014, journée de retrait de nos enfants de l'école. Le choix est simple, soit on accepte la théorie du genre. Ils vont enseigner à nos enfants qu'ils ne naissent pas filles ou garçons, mais qu'ils choisissent de le devenir. Quand je vous dis, c'est pour ça que c'est hyper intéressant que, avant même qu'il y ait une visibilité mainstream des personnes trans en France, il y a eu une panique morale anti-trans. Et je pense que, en partie, c'est ce qui nous a un peu protégés de la transphobie. C'est de toujours finalement relier en fait ce moment un peu honteux de la droite qui est la manif pour tous. Maintenant, t'as des gens qui disent non, j'étais à la manif pour tous, mais maintenant je suis plus d'accord. C'est vrai que le mariage, en fait, finalement, c'est pas si grave, etc. Et le fait qu'ils aient fait une panique morale, alors même qu'il n'y avait pas de représentation mainstream culturelle de la transidentité, ça restait quand même un truc de niche. Bah, je pense quelque part, ça nous a un peu protégés aussi, quoi. Genre, transphobie, homophobie, c'est toujours la même chose. Bah oui, mais c'est pour ça qu'encore une fois, hein, les abrutis qui disent oh là là, le mouvement LGBT n'est plus le même depuis qu'on a accepté les trans. Frère, genre, les gens ils sont homophobes par transphobie et transphobes par homophobie. Genre, c'est la même merde, tout ça, quoi. 32 balais, je me souviens vers mes 10 ans quand on a parlé du premier trans au monde, il était d'origine turque, si je dis pas n'importe quoi. Oui, à chaque fois, t'as les premiers trans. Moi, c'était pendant longtemps, t'avais eu le premier homme trans enceint. Donc, t'avais le mec de Secret Story. Et après, t'avais eu des articles, le premier homme trans enceint, c'était sur Ali Aguado. C'était pendant la loi bioéthique, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un mec trans qui portait un enfant, c'était le premier homme trans qui est tombé enceinte. Non, toujours, c'est juste que vous oubliez tout le temps qu'on existe. C'est tout. Mais le premier homme trans enceint, c'est vraiment un marronnier. C'est dès qu'il y a un homme trans qui est enceint, c'est le premier. Voilà. Donc les copains trans, si vous voulez porter votre enfant, bah, vous serez les premiers au monde. Nos enfants n'iront pas à l'école ce lundi. Simplement marqué sur le carnet: mon fils, ma fille n'est pas venu à l'école pour participer à la campagne contre la théorie du genre dans les établissements scolaires. Entre les pro-ABCD et les anti, le climat se durcit. En Seine-et-Marne, des parents s'opposant à la journée de retrait sont menacés par mail, ce qui pousse la FCPE, l'une des principales fédérations de parents d'élèves, à porter plainte. Le Conseil français du culte musulman demande, lui, aux parents de reconduire les enfants à l'école et de renouer le dialogue avec les chefs d'établissement en indiquant qu'il n'existe aucun fait avéré de leçons portant sur la masturbation ou incitant à l'homosexualité. Ah, surtout pas! Attends, on ne va quand même pas inciter vos enfants à l'homosexualité. Ce serait quand même très très grave qu'on apprenne à vos enfants que l'homosexualité c'est normal et c'est pas grave. Alors, en fait, c'est aussi ça, c'est que du coup, forcément, se mettre sur la défensive, c'était forcément accepter les prémices de l'extrême droite. C'est-à-dire, ils disaient, regardez, ils vont faire ça, ils vont faire la théorie du genre, et du coup, les gens de la FCPE, du PS, etc., qui disaient non, ça va pas arriver, bah sous-entendu, bah ils acceptaient que ce serait horrible si on apprenait aux enfants que l'homosexualité c'était pas grave, quoi. Donc t'avais vraiment ce truc-là où la reculade du PS a été aussi une victoire symbolique pour le mouvement anti-trans, quoi. C'est là que tu vois que c'est une certaine sociologie. Tout le monde peut pas retirer son gamin de l'école et gérer la parole de manière improvisée comme ça. Alors certes c'était une certaine sociologie, mais c'était un mouvement qui était déjà organisé, hein. Il y avait, en fait, la manif pour tous avait déjà donné les réseaux de communication, les réseaux d'information, etc. Même la thune pour envoyer des campagnes de SMS au truc de journée de retrait et à la campagne contre les ABCD de l'égalité. Donc il y a ça, mais aussi t'avais quand même une infrastructure militante qui s'était développée pendant 1 an grâce à François Hollande. En ciblant la communauté musulmane ou issue de quartiers populaires, le collectif de Farida Belgoul tente en vérité de faire passer l'enseignement de l'égalité pour une diversion face aux problèmes réels. Parce que t'avais Farida Belgoul qui était la figure médiatique. Alors c'est facile de dire regardez, c'est une ancienne antiraciste. Et alors pour Caroline Fourest c'était absolument parfait. Et puis c'est les Soraliens, les trucs comme ça. Mais sauf qu'en fait derrière t'avais aussi Vigigender et t'avais la manif pour tous. La manif pour tous ne s'est pas arrêtée en 2013. Ils continuaient de faire des manifs. Encore une fois, le visuel que je vous ai montré touche pas à mes stéréotypes de genre. Il date de 2014. D'un rassemblement en 2014 contre les ABCD de l'égalité. Je me rappelle même, j'ai jamais retrouvé d'image de ça, mais t'avais un bus qui ressemble un petit peu au bus aujourd'hui anti-trans de Sex Matters en Grande-Bretagne. T'avais un bus qui était stationné à Bastille, non à la théorie du genre, etc. À Bastille, quoi. Donc t'avais vraiment, ils avaient de la thune, quoi. Les ABCD viendraient masquer la dégradation de la qualité de l'enseignement en banlieue
et détournerait. Et voilà, et le prétexte de la banlieue, de machin, etc. Et ça donnait aussi un prétexte à la gauche raciste de dire regardez ces banlieusards homophobes, cet antiraciste qui ne veut pas des homosexuels, alors que l'universalisme républicain, etc. Ça a été un gros truc. Hein. Et à l'époque, ça leur permettait aussi de casser du sucre sur le dos du pire, alors même qu'à l'époque, Oya Boutelja, il était en mode on n'a rien à foutre là-dedans. Vous mêlez pas des trucs des blancs, commencez pas à faire vos trucs contre le mariage pour tous, contre le genre, vous mêlez pas de tout ça. Ils ont tenté l'union musulman-catho, mais c'était surtout catho les manifs. Bah oui, t'avais 2-3 recteurs de mosquées, mais la vérité, c'était les cathos qui organisaient et qui avaient la parole dans les manifs. Hein. C'était pas encore la méthode de servir des gays pour taper sur les musulmans. Bah, un petit peu, mais la figure de Farida Belgoul a donné aux homonationalistes du Parti Socialiste, parce que je rappelle que l'homonationalisme, ça vient de la gauche à la base, hein, ça vient des libéraux, et a donné aux homonationalistes du Parti Socialiste un argument pour s'imposer aussi. Hein. À l'époque, Caroline Forest, elle était de gauche. Hein. Enfin, elle était considérée comme de gauche. Ces journées de retraite ne toucheront au final qu'une centaine d'écoles. Oui, c'était avant les attentats, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand même eu un avant-après les attentats, mais c'est intéressant de voir que quand même, avant ces grands moments de rupture, avant et après un gros moment de rupture, manif pour tous, mariage pour tous, etc. Deuxième moment de rupture, les attentats, les 2 gros moments de rupture du quinquennat Hollande. Avant encore la loi travail qui a été l'apothéose finalement à la fin de son mandat. Bah, au milieu, t'avais un petit peu cette espèce de gloubi-boulga et d'amalgame qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. C'est très l'islamo-gauchisme au final. Hein. Quand les gens parlent d'islamo-gauchisme et de poulet pour KFC, encore une fois, la vidéo de Valeurs Actuelles à laquelle on a réacté la dernière fois, bah, au final, entre le mariage pour tous et les attentats de 2015, t'as eu déjà cette espèce de mise en commun de les musulmans qui veulent pas des homosexuels en banlieue, et en fait le genre, faut pas des trans et machin. Enfin, c'était quand même un moment de confusionnisme bizarre. Il y avait aussi le jour de colère qui avait été une manifestation dans le sillage des bonnets rouges, mais ça c'était en 2014, et pareil qui était une espèce de grosse manifestation globalement on en a gros, on est tous en colère, où t'avais gloubi-boulga de flics, de reste de la manif pour tous, de bonnets rouges, donc c'était les éleveurs porcins de Bretagne qui étaient contre les péages écologiques et les taxes écolo sur les péages, etc. Et t'avais eu cette manifestation du jour de colère qui était cette espèce de gloubi-boulga confusionniste, antisémite, homophobe, anti-écolo, pro-flic, bizarre. Donc quand même, ce qui est intéressant, c'est que sous Hollande, t'as eu déjà ces espèces d'embryons de confusionnisme et de la droite en fait qu'on connaît maintenant et qui parle complètement à visage découvert, quoi. Mais le retentissement médiatique, lui, est important. À tel point que le rapport d'évaluation de l'Inspection générale de l'éducation nationale en 2014 consacre 7 pages à ce mouvement. Un phénomène que les inspecteurs qualifient d'inédit et, je les cite, d'une réelle violence symbolique pour les enseignants et souvent générateur de doutes. Il est vrai que face à la mobilisation, les professeurs avancent à tâtons. Les syndicats dénoncent les calomnies et les manipulations. Mais il faut bien répondre aux questions des parents. Alors, certains tentent d'organiser des réunions pour dissiper les incompréhensions. Mais les enseignants sont souvent peu formés aux questions. Parce que du coup, les profs, ils sont pas du tout formés, ils y connaissent rien, ils savent pas c'est quoi la théorie du genre, tout le monde leur dit ça existe pas, mais en même temps, ils doivent parler de genre quand même, du coup, ils comprennent rien. Et du coup, ils ont des parents, dès qu'ils essaient de les rassurer, les parents, ils sont en mode, vous me mentez parce que sur Internet, sur Facebook, j'ai vu que... Enfin, c'est l'enfer. Généralement, les réunions de conciliation, ça rajoutait encore plus de l'huile sur le feu. Hein. Genre et de sexualité se sentent abandonnés, oui, par l'institution. À la fin du mois de janvier 2014, Vincent Payon, ministre de l'Éducation, prend la parole. Et en même temps, les enseignants, dans les réunions avec les parents, ils n'allaient pas dire « Alors en fait, c'est parce que nous, les profs, on a des biais, et en fait, quand vous avez des filles, on les traite différemment que vos garçons, et du coup, en fait, c'est aussi pour nous apprendre à nous. » Vous imaginez bien que les enseignants, ils vont pas faire cette autocritique-là, quoi. À l'Assemblée pour réaffirmer ses positions. Jamais nous ne renoncerons à l'enseignement de l'égalité que nous inscrivons. Les militants LGBT de l'époque, ils défendaient à fond le PS ou captaient la douille pour faire durer le débat. Bah alors ça dépend quel militant LGBT. À l'époque, le fait que le PS ait enterré la PMA, qui était quand même la grosse demande des lesbiennes, quoi. Ça a fait notamment qu'à l'époque, t'as des assos lesbiennes qui avaient quitté, je crois, l'inter-LGBT. Et en gros, t'avais un peu ce truc-là de vas-y, faut défendre le gouvernement parce que, in fine, c'est nos droits qui sont sur la ligne. Mais t'avais quand même pas mal de militants queer qui étaient en mode qui dénonçaient déjà la supercherie du gouvernement Hollande sur les droits LGBT, quoi. Mais même à l'inter-LGBT, t'avais un peu un truc de vas-y, ils sont faiblards, quoi. Genre, t'avais quand même un truc de vas-y, allez, on les aide. Et beaucoup à l'inter-LGBT étaient eux-mêmes au PS,
tu vois. Certains avaient cette même prudence en mode faut pas choquer les hétéros, de machin et tout. Mais tu commençais déjà à avoir un renouveau queer qui a aussi posé les bases. On parlait de Gianfranco Rebuccini. Enfin, quand Wissam il recevait Gianfranco Rebuccini, il y avait aussi, il faisait partie aussi un peu des queers qui étaient en mode vas-y, Hollande il nous la fout à l'envers, il nous instrumentalise, il nous défend même pas quoi. Donc t'avais un peu de tout. T'avais un peu de tout, mais ça a été aussi les prémices des premières ruptures en fait dans le mouvement LGBT quoi. Je pense que après le mariage pour tous, déjà t'as beaucoup d'assauts politiques qui étaient plus trop présentes dans l'intérêt LGBT parce que il y avait eu la grande victoire, du coup on savait plus trop quoi faire, et les lesbiennes qui définitivement avaient fait sécession en mode notamment Fier qui s'était barré en mode vas-y on n'a rien à attendre des mecs de l'intérêt LGBT quoi. Et même les lesbiennes souvent féministes qui reprochaient aux gays de mettre trop en avant la GPA parce que du coup elles étaient en mode mais du coup à cause de vos conneries de GPA du coup les gens ils font l'amalgame avec la PMA alors que nous ça va, c'est beaucoup plus chill la PMA, et du coup t'avais aussi ces reproches mutuels. Enfin bref, c'était un moment assez tendu à l'intérieur de la communauté en vrai. Et surtout il y avait quasiment aucune manifestation il y avait quasiment aucune manifestation de soutien, qu'elle soit organisée par des SOS, qu'elle soit organisée. Il y avait eu 1 ou 2 manifestations de l'intérêt LGBT, je me rappelle qu'il y en avait une à Bastille, je voulais y aller mais j'avais pas eu le droit. Mais t'avais genre eu 1 manifestation ou 2 manifestations de soutien. Mais globalement, le mouvement LGBT était un peu à la remorque du gouvernement, en mode on garde la tête basse, on fait pas trop de remous, de toute façon si on parle, ça va donner des prétextes pour nous en foutre plein la gueule, du coup on laisse le gouvernement faire, de toute façon ils ont la majorité à l'Assemblée. In fine, en fait, beaucoup étaient en mode ils ont la majorité à l'Assemblée, ça va passer anyway, c'est juste un mauvais moment à passer, faut pas trop en rajouter parce que sinon on va encore plus nous taper dessus, tu vois. Il y avait un peu ce truc là aussi dans le mouvement LGBT quoi. Le front de gauche en était où à ce moment là? Ils étaient pour, et puis globalement le front de gauche ils étaient pour le mariage, enfin front de gauche en tout cas je sais pas, mais le parti de gauche ils étaient pour le mariage, pour la PMA, pour les transitions, enfin en vrai la commission LGBT du parti de gauche elle était ultra en avance là-dessus en vrai. Elle allait beaucoup plus loin qu'Hollande justement, ils critiquaient justement les reculades d'Hollande sans pour autant être dans la vibe full queer, mais ils étaient quand même assez critiques. Nous lutterons et nous continuerons de le faire contre toutes les discriminations, contre le racisme, contre les inégalités. Mais je veux très solennellement rassurer tous les parents de France. N'écoutez pas ceux qui veulent semer la division et la haine dans les écoles. Ce que nous faisons, ce n'est pas la théorie du genre, je la refuse, c'est promouvoir les valeurs de la République et l'égalité entre... Ce que nous voulons, ce que nous faisons, ce n'est pas la théorie du genre, je la refuse. Frère, c'est la théorie du genre. Le fait de dire que le genre est une construction sociale et qu'on n'est pas obligé d'en rester à une vision biologique et essentialiste des sexes, c'est la théorie du genre. Maintenant, en fait, c'est vraiment genre, c'était ça pour nous défendre, quoi. Les mots de Vincent Peillon ne suffisent pas à rassurer ni les parents, ni les députés, ni même les associations. Bah oui, parce que les mots de Vincent Peillon acceptent les prémices que la théorie du genre c'est pas bien, et donc valident les parents dans leur colère. Oui, il aurait même pu dire c'est un autre sujet, la théorie du genre, il ne faut pas la confondre avec l'enseignement de l'égalité, etc. Non, il a dit je la refuse. Il était sous taquet ou il était teubé? Ah non, mais il est vraiment transphobe. Je pense que ça le dégoûtait vraiment, les gens qui changent de sexe. Si le ministre soutient les ABCD de l'égalité face aux députés, en vérité il donne corps à la fameuse théorie du genre, tant décriée par les opposants à la mesure. Les associations féministes de LGBT, quant à elles, regrettent que le ministre insiste sur le respect de la différence fondamentale fille-garçon. Oui, parce que derrière le PS, il disait non, mais nous respectons la différence biologique des sexes. Et les LGBT, ils sont en mode, mais tu te fous de ma gueule. Tu peux pas parler d'égalité et dire que tu respectes la différence entre les sexes. Enfin, le principe, c'est de l'égalité. Bref. C'est quoi l'intérêt LGBT? L'intérêt LGBT, à la base, c'est l'association qui organise la Marche des Fiertés à Paris. Et c'est devenu progressivement, du coup, c'est une interassociative qui, progressivement, est devenue l'interassociative de référence, en fait, du mouvement LGBT. Et notamment pendant les débats sur le mariage pour tous, mais aussi les débats sur le Pacs. Non, le Pacs, c'était pas encore le cas, je crois. Mais en gros, l'intérêt LGBT est devenu un petit peu l'interlocuteur principal du gouvernement, notamment pendant le mariage pour tous, et c'est est devenu vraiment en fait le porte-parole de la communauté quoi à ce moment-là. Et ça n'a pas tenu longtemps quoi. Des intégristes anti-avortement de Civitas au printemps français, voilà, en passant par Christine Boutin, tous partent en guerre contre les ABCD de l'égalité. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils avaient quand même des porte-paroles entre Frigide Barjot, Farid Abelgoul, des porte-paroles qui ne venaient pas du sérail catho conservateur traditionnaliste, mais derrière, t'avais tout le pouvoir de Civitas, de Boutin, de machin, de tout le pouvoir en fait des cathos qui soutenaient ça. Mais comme ils avaient toujours des porte-paroles, Frigide Barjot, oh là là, elle était un peu faux-folle, elle a des amis gays, etc. Oh là là, Farid Abelgoul, elle vient de l'antiracisme. Bon, on oublie très vite qu'elle est proche d'Agence Orale, tu vois, mais il y avait toujours ce truc-là de nos porte-paroles. Comme ils viennent pas du sérail, tu sais, c'est pas le cliché de tu as cette femme de Versailles qui te dit que les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Tu sais, c'est trop cliché. Ils avaient toujours des porte-paroles un peu même. Enfin, ils ont bien travaillé les tokens en vrai. Hein. Dès septembre 2013, se forment des comités vigilants d'heure. Ces groupes informels, présents dans une 40aine de départements,
ont une seule mission, alerter les parents et les enseignants sur les dangers de l'introduction du concept de genre à l'école. Et Vigigender, c'est parents vigilants. C'est exactement la stratégie de Zemmour, la stratégie que les zemmouristes ont eue dans les écoles. Le truc de on va investir le terrain de l'école, etc. etc. Vigigender, c'était déjà. Donc c'est pour ça que franchement, cette période-là des ABCD de l'égalité, on n'en parle pas assez, mais ça a été vraiment la petite graine de tout ce que fait aujourd'hui l'extrême droite. Hein. Et la droite qui se prétend pas d'extrême droite. Tout comme eux, ils se prétendaient pas homophobes. Beaucoup de ces militants sont passés par la Manif pour tous, ou par les partis de la droite chrétienne. Et sont aujourd'hui assistants parlementaires du Rassemblement National, ou de LR. En parallèle, ou l'Union de nationale interuniversitaire dite l'UNI, association étudiante conservatrice et très active contre le mariage pour tous, a fondé l'Observatoire de la théorie du genre, afin d'ouvrir les yeux sur le problème, enfin, ce qu'ils considèrent. Bien évidemment, le moindre truc féministe, c'était la patte de la théorie du genre. Donc ça leur permettait de faire un backlash anti-féministe sans avoir à dire qu'ils étaient contre le féminisme. Parce que ça la foutait mal quand même. On était avant MeToo, on était après DSK, mais quand même dire que t'étais pas féministe ou alors que t'étais contre le féminisme, c'était un peu... Ça restait un peu touchy, quoi. Mais ça leur permettait de dire qu'ils étaient anti-féministes sans le dire, parce que c'est le genre. Tous ces collectifs multiplient les conférences pour démasquer le genre, relayés sur des sites catholiques intégristes et sur les affiches. Des slogans Roland transphobes comme « Tu seras une femme, mon fils ». Parmi les intervenants, on retrouve des membres de la Manif pour tous. Alors, tu seras une femme, mon fils, c'était déjà un slogan de Christine Boutin. Parce que Christine Boutin, à l'époque, elle avait voulu se présenter à l'élection présidentielle, à peut-être une primaire de la droite, je sais plus. Et elle avait sorti des affiches en surfant en 2011 sur une réforme des programmes scolaires de SVT. Et la réforme des programmes scolaires de SVT était censée inclure justement la distinction entre le sexe et le genre, déjà à l'époque, 2011. Et elle avait déjà fait des affiches en mode la théorie du genre à l'école, etc. Donc déjà en 2011, elle avait commencé à pré-shot le truc, donc elle était très très précurseuse, hein, Christine Boutin. Alors, il rappelle, elle s'est mariée avec son cousin. Mais bon. Parmi les voix très présentes en ce printemps 2014, autour des ABCD de l'égalité, on retrouve Jérôme Brunet, alors président de l'Appel des professionnels pour l'enfance, une association membre fondatrice de la Manif pour tous. Il donne ici son avis sur KTO TV, une chaîne de télé catholique. Nous sommes en octobre 2013. Si on va sur le versant subversif du genre, oui, il y a un risque de confusion dans la tête des enfants parce qu'un enfant se sait sexuer fille ou garçon assez tôt dans l'enfance. Et le risque majeur que je vois, c'est qu'il y ait pour l'enfant une confusion de son identité sexuelle. Et encore une fois, hein, c'est déjà ce qu'il disait pour le mariage pour tous. Il disait que si tu avais 2 papas et 2 mamans, tu serais confus dans ton identité sexuelle. Donc tu as vraiment un truc où, quand je dis c'est la première panique morale anti-trans massive en France, il y a eu des campagnes médiatiques, politiques, anti-trans en France, etc., etc. Mais là, c'est la première fois qu'à une échelle aussi massive, avec des relais aussi massifs, on avait ce truc-là qui touchait à l'école, aux médias, qui était omniprésent avec les journées de retrait des enfants de l'école. Enfin, il y a quand même un truc, ça a été... Ouais, en fait, le vrai backlash anti-trans, on l'a connu avant même que la plupart des Français sachent que les trans existent, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. En février 2014, la Manif pour tous retourne dans la rue. Le collectif et ses sympathisants manifestent contre la PMA et la GPA, qu'ils pensaient être la prochaine étape du gouvernement de François Hollande. Et in fine, la loi qui a qui a en partie démédicalisé le changement de sexe à l'état civil pour les personnes trans, est passée complètement en catimini. C'est dans la loi justice du 21e siècle, la loi J21, qui avait passé Taubira pour un peu simplifier des démarches de justice, des démarches... Voilà. Et en fait, c'est là qu'un peu en catimini, et d'ailleurs les militants et militantes trans et LGBT avaient recommandé au gouvernement de pas trop souligner ça, mais ils avaient passé parce qu'à l'époque, pour changer de sexe à l'état civil, il fallait des preuves de chirurgie génitale irréversible, enfin de changement physique irréversible, mais sous-entendu, en fait, fallait avoir une chirurgie génitale. Et en fait, c'était imposé aux personnes trans une stérilisation de force pour pouvoir changer de sexe à l'état civil. Et donc, t'avais des trucs absurdes où en fait les meufs trans, elles faisaient des vaginoplasties juste pour changer leur papier. C'était complètement absurde. Et du coup, t'as ce truc-là qui a changé, qui a été abrogé, et maintenant il faut que des preuves sociales du changement de genre, etc. Ça a été en partie démédicalisé, on va dire, et c'est passé en 2016, promulgué en 2017, complètement en catimini, et du coup la plus grande avancée parce que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme plusieurs fois à cause des conditions de changement de sexe à l'état civil, et que la stérilisation forcée c'est pas très très ouf, mais oui, ils ont été un peu forcés par la Cour européenne des droits de l'homme, mais du coup, comme il y avait le pressing de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il y avait la loi de modernisation de la justice, du coup les militants ils disaient on peut inclure ça et vous n'êtes pas obligés d'en parler, vous inquiétez pas, ça va passer, et du coup même le PS a fait passer, sans le savoir, une loi contre laquelle ils
ils étaient, parce que eux étaient contre la parentalité trans. On a fait passer de force le fait que bah oui, du coup, si pour changer de sexe à l'état civil, t'es pas obligé d'être complètement stérile, ça veut dire que tu peux avoir des enfants biologiques. Et du coup, les questions de filiation se relancent. Et donc ça qui était intéressant, c'est que il y avait eu ce gros backlash anti-trans, etc. Du coup, les militants se sont dit bon vas-y, on fait passer des trucs, faut pas trop le dire. Et du coup, t'avais quand même cette avancée légale sur les droits des personnes trans qui a dû passer un petit peu de façon honteuse, quoi. Mais au fait, qu'est-ce que cette fameuse théorie du genre, brandie par le camp réactionnaire depuis 2 ans comme un épouvantail? Alors, est-ce qu'il va dire que la théorie du genre n'existe pas? J'ai peur. Eh bien, en réalité, elle ne désigne pas grand-chose. Créée et utilisée par les adversaires des études de genre, dont le magistère catholique. Il n'y a pas de théorie du genre, il y a des études universitaires sur le genre. Oui, bah en fait, en anglais, theory, c'est étude. Gender theory, c'est les théorisations sur le genre. Donc oui, la théorie du genre existe, les théories du genre... En fait, oui, et ça se base sur une théorie de base qui est que le genre est une construction sociale. Donc oui, ça existe. En fait, on a perdu tellement de temps à dire que la théorie du genre n'existait pas. Selon les partisans de cette théorie, il s'agirait d'une idéologie, voire d'une stratégie politique visant à détruire la famille hétérosexuelle. Oui, les partisans de la théorie selon laquelle la théorie du genre existe. Ok, mais en fait, t'inquiète pas que les partisans de la théorie du genre, ils sont aussi pour la destruction de la famille hétérosexuelle. Hein. Et c'est très très bien. Sexuelle et la binarité du genre. Oui. Donc rien à voir avec les études sur le sujet. Bah si, parce qu'à la base, les études féministes et les études sur le genre ont été fondées par des féministes et des personnes queer qui, justement, avaient aussi une formation et un objectif de transformation de la société en montrant par le biais de la science, que ce soit la sociologie, que ce soit même en biologie, il y avait de la théorie du genre en biologie, enfin voilà, sur l'étude de la sexuation, de montrer que la sexuation n'était pas binaire, etc., qui avait un objectif militant qui était de dire arrêtez d'imposer des trucs qui ne sont pas scientifiques, c'est-à-dire arrêtez d'imposer des identités fixes alors qu'elles ne le sont pas. Genre oui, en fait, ça a été toute la Zumba et on n'en sort pas, hein. Même ce podcast-là, il dit non mais la théorie du genre ça n'existe pas, ils veulent pas détruire la famille. Si, il y en a qui voulaient détruire la famille et c'est très très bien. Mais en 2014, le terme est utilisé à la fois par les militants mais aussi par les politiques et les médias. Une notion derrière laquelle l'on échafaude les pires théories du complot et les intentions les plus douteuses. Et c'est aussi ça, oui, c'est que les médias étaient complètement du côté des conservateurs. C'est-à-dire que la capacité, encore une fois, beaucoup de choses qui sont très très contemporaines dans ce qu'on voit maintenant de l'extrême droitisation du paysage médiatique, je pense que ce moment-là a participé de l'extrême droitisation du paysage médiatique. Parce que ça a été aussi des moments où les médias, encore une fois, on peut remonter sous Sarkozy, etc. Bon, globalement, l'extrême droitisation du paysage médiatique, ça date d'encore plus longtemps. Mais tu avais vraiment cette réussite du camp conservateur, même si tu perds la bataille sur le mariage pour tous par exemple, il y a quand même une réussite à imposer ses propres termes et notamment le terme de théorie du genre qui date du coup de la manif pour tous. Ça a été le bouillon de culture de la plupart des faves de maintenant. Bah ouais, et maintenant ils prétendent qu'ils sont pro-homosexuels. Non mais allez vous faire foutre. On sait très bien où est-ce que vous avez fait vos armes. En 2016, la rédactrice en chef de la revue Témoignages chrétiens, Christine Pedotti, revient sur ce terme dans C'est dans l'air. Ce qui est le plus extraordinaire dans cette affaire-là, c'est que la théorie du genre, c'est un fantasme, c'est un épouvantail qu'on a créé toute pièce. Et en fait, c'est l'invention des ennemis de l'égalité homme-femme et de l'égalité des homosexuels et des hétérosexuels. Ils inventent un concept qui s'appelle la théorie du genre. Oui et non, encore une fois. C'est pas eux qui ont inventé, encore une fois, hein, ils sont pas bêtes. Ça vient du Vatican. Le Vatican, comme je vous l'ai expliqué, ils ont lu Judith Butler. Ils ont lu la théorie queer mieux que la plupart des gens qui faisaient genre que la théorie du genre n'existait pas. Donc oui, si, gender theory, tout ça, ça existe. Arrêtez. La théorie du genre, c'est que le genre est une construction sociale. Oui, c'est une base théorique sur laquelle les études de genre se posent. Oui. Mais la force de frappe des anti-ABCD ne réside pas seulement dans leur discours, elle résonne également dans leur rôle médiatique. La presse conservatrice, comme le Figaro, Valeurs Actuelles ou Causeur, les interviewent largement et donnent écho à leurs revendications. La journaliste et éditorialiste Eugénie Bastier, par exemple, écrit dans Causeur qu'elle préfère un monde où les filles se rêvent en princesse mais apprennent à lire qu'un monde d'analphabètes où tout le monde jouerait au rugby ensemble. Bah sinon, on peut faire un monde où tout le monde joue au rugby ensemble et où tout le monde apprend à lire. Soit ils apprennent l'égalité et du coup ils n'apprennent pas à lire les savoirs fondamentaux. Et c'est là aussi où, à chaque fois que les droitards vous parlent des savoirs fondamentaux, que les jeunes n'apprennent plus les savoirs fondamentaux à l'école, c'est ça qu'il y a derrière. Ils apprennent l'antiracisme, ils apprennent l'égalité, quoi. Par exemple, c'est des pépites à chaque fois. Ah ouais. Hein. Oh. Quant au philosophe Alain Finkielkraut, il assène au micro de Jean-Jacques Bourdin que les ABCD, ça ne sert à rien, que l'égalité est déjà là. Bah oui, bah c'est bon, elles ont le droit de vote, les gonzesses, de quoi elles se plaignent. Oh là là, elles ont déjà l'égalité. Depuis que c'est des citoyennes, c'est bon, c'est fini le féminisme. Il y a même la parité, elles nous font chier les gonzesses à nous demander d'être là en politique, là, hein, alors qu'elles sont hystériques, on peut pas leur faire confiance. Finkielkraut, Bastier, quand même, hein. Eugénie Bastier, très bon exemple d'une meuf qui a fait sa carrière aussi sur le mariage pour tous et sur les ABCD de l'égalité, hein.
Le début de sa carrière médiatique au Figaro, c'était ça, hein, c'était de s'opposer à la théorie du genre. Évidemment, les relais médiatiques de la théorie du genre participent à sa légitimation politique. En plus des partis chrétiens démocrates de Christine Boutin, la droite de l'UMP s'attaque elle aussi aux ABCD. Cela passe notamment par des attaques ciblées contre des livres qui seraient choquants. Ah ben tiens, on fait la chasse aux livres qui apprennent pas assez des trucs hétéros à nos enfants. À quoi ça nous fait penser tout ça ? C'est ainsi que Jean-François Copé, alors patron de l'UMP, se présente sur le plateau du grand jury RTL en février 2014 avec un livre pour enfants entre les mains. Ça vient du centre de documentation pédagogique, ça fait partie de la liste des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire. Alors, je vous le recommande. Lisez-nous le titre pour la radio. Tous à poil. Je vous le recommande. C'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de texte. Vous êtes là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de texte. Mais ça, alors voilà, à poil. Non, mais je vous assure, on ne sait pas s'il faut sourire, mais comme c'est nos enfants, on n'a pas envie de sourire. Alors, vous voyez les dessins, voilà. Donc, on tourne les pages. À poil le bébé. À poil la babysitter, à poil les voisins, je tourne les pages, à poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse. Vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. Hein, voilà, hein, pour l'autorité des professeurs, à poil la maîtresse. Hein. Vraiment, où va-t-on hein, quand même hein, oh là là, pour l'autorité, à poil le chien. Hein, on reconnaît le jeu de mots, mais tout de même. Hein, voilà. À poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président, directeur général. Bah oui, bien sûr. Voilà, hein, voilà. À poil le président, directeur général, à poil le PDG, hein, bien évidemment. Hein. Et pour l'autorité, le président, directeur général, hein, voilà, à poil, comment, n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est un bouquin qui apprend aux gens que, en fait, même pour les gens qui sont pour dire que, ah là là, les garçons, ils ont un zizi et les filles, elles ont une zézette, bah du coup, ça montre que les garçons, ils ont un zizi et une zézette, je sais pas, bref. Le livre dont Jean-François Copé parle, et qui s'intitule donc Tous à poil, on l'aura compris, est sorti en 2011. On va regarder ça, hein, à quel point c'est honteux, tout ça poil. Hein. À quoi se préparent donc ces gens affairés à se déshabiller, du bébé potelé au voisin bruyant, de la mamie qui prend son temps, au docteur un peu empoté, tous laissent joyeusement tomber leurs vêtements pour répondre au même appel, l'appel de la mère. Allez, tous à poil et tous à la baille. Il s'agit pour les auteurs de montrer que nous sommes tous différents, qu'il y a des gros, des petits, des maigres, des grands, des noirs, des blancs, qu'on a tous des zizis, tous des fesses, on est tous imparfaits, c'est pas grave. C'est du coup, donc c'est un bouquin pour apprendre aux enfants qu'il y a des corps différents et qu'ils peuvent accepter le fait qu'il y a des corps différents. Oh là là, mais on va dire à poil le PDG et à poil la maîtresse. Oui, mais en fait, les élèves, ils imaginent déjà leur maîtresse à poil en train de faire caca. C'est vraiment le premier truc qu'on te dit quand t'es stressé, quand tu dois faire une présentation orale, c'est imagine la maîtresse en train de pousser, essayer de faire caca. Ah, le gender, hein, vraiment, c'est dangereux. Hein. C'est un livre de Golemont un peu, c'est un livre pour enfants, donc oui. Oui, c'est ça, c'est vraiment le truc. À poil, on est tous égaux, et en fait, tous les corps, ils sont valides, et en fait, tous les corps, ils sont différents, et la différence, c'est bien. Tu sais, genre, c'est vraiment le slop. Oh ouais, y a pas de quoi en faire un fromage, quoi. S'il figure depuis 2012 dans une bibliographie indicative d'une association ardéchoise, il n'a jamais été recommandé par l'Éducation nationale. Et ils sont encore obligés, en 2026, de dire « Oh non, mais ce bouquin, c'est vrai que ça allait trop loin, mais vous inquiétez pas, il n'était pas dans le programme. » Mais même s'il était dans le programme, il était défendable. Même si ce bouquin était au programme dans les ressources pédagogiques, déjà le principe des ressources pédagogiques, c'est les profs, ils choisissent lesquels ils choisissent. Et surtout, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Le message bisounours de « Oh là là, tous les corps, ils sont différents, et en fait, c'est pas grave, et c'est bien la différence, et en fait, il faut accepter ton corps, donc même si t'es un peu gros, même si t'es un peu maigre, genre, c'est bien. Objectivement, c'est bien d'apprendre ça aux enfants. Oui, pardon. Objectivement, c'est bien d'apprendre aux enfants que y a pas de honte à avoir un corps et que les gens qui leur disent qu'ils doivent avoir honte de leur corps, c'est des connards. Oui, bah oui. J'ai plusieurs livres sur le corps et le consentement pour la fille de 1 an. Mais moi, chez mes parents, j'avais un bouquin sur ah là là, lui il a un zizi et moi j'ai une zézette. Et maman et papa, quand ils s'aiment très fort, ils font un grand câlin et papa il rentre dans maman et après il y a un bébé et ah c'est mon petit frère et il sort de maman. Genre, j'avais des bouquins pédagogiques pour enfants où tu voyais des gens à poil et tu montrais les différents stages de l'adolescence. Quand tu es petite, tu n'as pas de seins. Et après, à l'adolescence, tu as les seins qui poussent. Et même, tu peux avoir des poils. Et genre, oui, le guide du zizi sexuel, en vrai, c'est ultra woke, le guide du zizi sexuel. C'est trop stylé. J'étais allé à l'exposition du guide du zizi sexuel à la Villette. Banger. C'est pour ça que t'es trans dans mon livre. Je suis trans parce que j'ai vu le bouquin fait par la dessinatrice de Mimi Cracra qui dessine des enfants qui deviennent adolescents, quoi. Wow. En mars 2014, à Jouer-les-Tours, en Indre-et-Loire, une enseignante de maternelle est accusée par le collectif de Farida Belgoul d'attentat à la pudeur. Ah, voilà. La manœuvre est la suivante.
sur le site des journées de retrait de l'école. Une vidéo de 10 minutes de Dalila Hassan, membre du collectif, détaille le supposé témoignage d'un petit garçon de 3 ans. À savoir que des élèves auraient dû baisser leurs pantalons et toucher leurs parties intimes sur demande de la maîtresse. Si la vidéo est supprimée, elle réapparaît quelques jours plus tard et cumule les dizaines de milliers de vues sur les réseaux qui reprennent. Et ça, par exemple, c'est pas OK et c'est pas arrivé. Donc on peut faire la différence entre un livre qui s'appelle Tous à poil ou qu'il soit au programme ou pas, on s'en bat les couilles, ce serait même pas grave qu'il soit au programme. Et un vrai... Donc entre un mensonge qu'on peut débunker dans 2 sens différents et un vrai mensonge qu'on peut débunker dans tous les sens parce que c'est pas OK de faire ça aux enfants et qu'en plus ce n'est pas arrivé. On peut faire les deux. Oui, et si c'est arrivé, le problème c'est la maîtresse, c'est pas le programme quoi. La maîtresse fait pas ça parce que le programme de l'éducation nationale lui demande. Elle fait ça parce qu'elle a un petit problème avec le consentement des enfants quoi. Le nom de l'école est cité. L'enseignante est identifiée par les internautes et reçoit des menaces de mort. Ouais, c'est horrible. Alors elle décide, tout comme la directrice de l'établissement et le rectorat, de porter plainte pour diffamation. Farida Belgoul et Dalila Hassan seront condamnés en 2017 et la militante proche de Soral définitivement révoquée de l'éducation nationale. Cet événement est un point de bascule pour le gouvernement de François Hollande. À la fois du côté de Najat Vallaud-Belkacem en tant que ministre des Droits des Femmes, mais aussi de Benoît Hamon, alors fraîchement nommé ministre de l'Éducation. Ah oui, c'était Benoît Hamon qui avait remplacé Payon à l'époque. Oui. Najat Vallaud-Belkacem, c'était Droits des Femmes. Elle est devenue ministre de l'Éducation plus tard. Et c'est Benoît Hamon à l'époque. Benoît Hamon qui décide de retirer les ABCD de l'égalité. Parce que vous comprenez, on a des profs qui se font harceler, donc au lieu de les protéger, au lieu de les soutenir, on va plutôt abandonner et du coup donner raison à tous les conservateurs de France, quoi. Car là, il ne s'agit plus que de manipulation et de désinformation, mais de la sécurité morale et physique des professeurs. On a passé un cap, disons, préoccupant. À la fin du mois de juin 2014, Benoît Hamon annonce la mise en place d'un plan d'action pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, encore plus ambitieux en faveur de l'égalité, mais qui vise surtout à former les enseignants. Sans vraiment le dire, le gouvernement abandonne les ABCD de l'égalité. Le site ressources est fermé. Benoît Hamon tente de faire la promotion de la formation des enseignants tout en délaissant à demi-mot le dispositif polémique, comme ici sur France Inter. Autour du thème ABCD, il y a de la confusion. Certains considèrent qu'on fait un cours d'éducation sexuelle, qu'on touche à l'identité sexuelle. C'est devenu un étendard au-dessus de l'école qui justifie aujourd'hui toutes les batailles qu'on emmène dans l'école. Et moi, je veux que l'école cesse d'être un champ de bataille. Voilà, donc il ne faut pas que l'école soit un champ de bataille. Du coup, on abandonne le truc ultra basique qui était censé dire... Rappelle que le truc ultra basique qui était censé dire les filles et les garçons, il y a des stéréotypes de genre. Et en fait, les filles, elles peuvent faire du foot et les garçons, ils peuvent faire la cuisine. C'est quand même le degré de renoncement du gouvernement Hollande, même sur les micro-trucs un peu symboliques, même pas foutus, de faire une campagne nationale de défense de l'égalité entre les genres, de défense de l'éducation à l'égalité des enfants. Ils ont décrété que la droite avait gagné, du coup ils ont fait gagner la droite. Ça ne peut pas s'enseigner correctement, l'égalité filles-garçons, dans une atmosphère qui est une atmosphère de lutte, de polémique entre adultes. Donc il fallait mettre ce nom à la poubelle. Mais c'est pour ça que, qu'est-ce qui reste à la fin ? Non plus 600 enseignants, mais tous les enseignants formés. C'est ce qu'on appelle marcher sur des œufs. C'est souvent le cas quand on est aux affaires, pas simple. Reste que le programme ABCD est bel et bien abandonné, et ce malgré la publication d'un rapport très positif de l'Inspection générale de l'éducation. Selon les inspecteurs, les formations attendues ont été organisées de manière fidèle au cahier des charges et ont donné satisfaction. Le rapport préconise même de ne pas renoncer au projet, mais de l'amplifier en l'intégrant dans le quotidien des élèves et des professeurs. Genre vraiment, t'avais l'inspection générale de l'éducation qui était en mode c'est super les ABCD de l'égalité, il faut même amplifier, il faut aller encore plus loin, faut continuer d'approfondir, ça fonctionne bien. Et le gouvernement qui demande ouais, mais quand même, les gens ils ont été méchants et du coup, on va pas... tant pis. Pour de nombreux syndicats de professeurs, des associations féministes ou LGBT, voire certaines personnalités politiques ou universitaires, l'abandon des ABCD de l'égalité est un symbole de l'abdication de la gauche. Le signe que le gouvernement de François Hollande aurait plié face aux conservateurs et aux réactionnaires. A plié face aux conservateurs, pourquoi au conditionnel ? D'ailleurs, Martine Storti, inspectrice générale de l'éducation nationale honoraire, s'interroge dans Le Monde. Ces ABCD étaient-ils si dangereux qu'il était urgent de s'en débarrasser, dit-elle ? En tout cas, les associations et syndicats ne décolèrent pas. Plusieurs d'entre elles, dont Oser le féminisme, Fier, le planning familial ou Sud Éducation, se rassemblent en juillet 2014 devant le ministère de l'Éducation nationale pour protester justement contre l'arrêt du dispositif.
Donc voilà, donc ils sont en mode, nos profs ils sont dans la sauce parce qu'ils se font harceler, du coup on va retirer le dispositif, et les profs qui sont en mode, vous vous foutez de notre gueule, pourquoi vous reculez encore sur des trucs, soutenez-nous. C'est vraiment, bah oui, vous avez tout bien fait. Hein. Vraiment, Hollande, vous avez vraiment tout bien. La folie, c'est la facilité avec laquelle le PS s'est couché face aux homophobes, mais n'a rien lâché contre les manifs de gauche pendant le quinquennat. Oui, t'as vu? T'as vraiment Pour moi, c'est pour ça que vraiment ces ABCD de l'égalité, j'aime beaucoup en parler et rappeler que ça existait, parce que pour moi, c'est vraiment le symbole par excellence de ce qu'a été le quinquennat Hollande. C'est en mode, on organise les conditions pour que la droite gagne et on est répressif envers la gauche. L'une d'elles résume cette année de chaos au mégaphone. Ce gouvernement nous désespère. Recule face aux réactionnaires. Les partenariats anti-égalité ont une fois de plus fait ployer ce gouvernement, un grand renfort de désinformation contre un dispositif qui visait à transmettre des valeurs d'égalité entre femmes et hommes et à lutter contre les stéréotypes de genre dès l'école. On aura donc tout dit sur ces ABCD de l'égalité, dénaturation de l'école, propagande LGBT, fin de la civilisation. De quoi ont-ils peur? Que les enfants ouvrent les yeux sur le traitement inégalitaire et différencié qui leur est imposé dès la naissance, j'ai envie de dire, si seulement. Je la connais cette voix. Ah, moi je la reconnais pas. Mais basé quoi. Oui, c'est que vous avez peur de quoi? Que les enfants ils apprennent que t'es une fille, t'as le droit de jouer au football quoi. Nommé ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem devient la cible de l'extrême droite et des catholiques conservateurs. Bah oui, parce que du coup, quand elle est devenue ministre de l'Éducation nationale, sachant que le gouvernement avait dit non mais vous pouvez nous taper dessus, vous inquiétez pas, on va reculer, bah ils se sont dit bah génial. Bah attends, celle contre qui on s'est battu depuis au moins le mariage pour tous, parce que c'était une des rares, elle était porte-parole du gouvernement à l'époque. On était déjà ministre de l'Éducation, de l'égalité femmes-hommes, je sais plus. Mais c'était une de celles qui était envoyée au casse-pipe sur les plateaux télé pour défendre le mariage pour tous. Elle est Taubira, ils ont bien choisi leur porte-parole. Hein. C'est vraiment, allez, on met les femmes racisées comme ça, voilà, on est sûr. Bah du coup, évidemment, dès qu'elle a été nommée ministre, bah, les gens étaient en mode, bah, free shot. On sait très bien que si on lui tape dessus, elle va reculer, elle sera pas soutenue par son gouvernement. Bref. Hein. Une femme, jeune, qui a soutenu le mariage pour tous, mais surtout qui a défendu les ABCD de l'égalité. Pour cette engeance, ça fait beaucoup. Pour le journal d'extrême droite Minute, c'est la provocation Vallaud-Belkacem. Quant à Valeurs Actuelles, il la qualifie de ministre de la Rééducation nationale et d'ayatollah du gouvernement. Ayatollah, hein. Rien à voir avec le fait qu'elle s'appelle Belkacem. En plus, c'est elle qui a porté la réforme du collège, donc même les profs l'ont détesté. Oui, en plus, globalement, tout le monde l'a détesté. Pour remplacer les ABCD, il ne s'agirait plus d'une expérimentation dans certaines classes, mais de former tous les enseignants et enseignantes de France à la culture de l'égalité, avec un module consacré à l'égalité filles-garçons, ainsi qu'une mallette pédagogique à destination des professeurs, avec des outils pour lutter contre les stéréotypes. Mais l'ombre des ABCD plane encore, y compris dans son échange avec Léa Salamé sur le plateau d'On n'est pas couché, c'était en octobre 2014. Dans quel pays sommes-nous pour que des gens qui reçoivent un SMS leur disant « Attention, on va apprendre à vos enfants de 4 ans à se masturber à l'école », y croient? Mais ça, c'est quand même extrêmement grave. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, oui. et c'est pour cela qu'il faut réagir. Et donc ma réaction. Donc réagir en reculant. Je peux vous dire, ma réaction, c'est de travailler avec les parents, avec les familles, pour que ce type de choses ne puisse plus se reproduire. Quel travail, arrête. Arrête, vous avez fait un module de formation avec un QCM pour les profs pour savoir s'ils maîtrisaient c'est quoi le stéréotype de genre, et puis après basta. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah bah en plus, ouais, génial, insulter les parents, c'est une meilleure stratégie. Ah, les parents sont cons, donc on va discuter avec eux. Bah ça va fonctionner, tiens. Mais de ne jamais rien vraiment, lâcher sur la question de l'égalité filles-garçons, qui s'appliquera bien à tous les établissements. Les années qui suivent au ministère de l'Éducation ne se passent de tout repos pour Najat Vallaud-Belkacem. Bon allez, vas-y, après ça va surtout parler d'elle parce qu'il prépare l'interview. Donc bref, en tout cas, période hyper importante. Oui, on a manqué de pédagogie. C'est ça, c'est vraiment le début de la rengaine, on a manqué de pédagogie. Pour un programme pédagogique, c'est quand même con, quoi, de manquer de pédagogie pour ça, quoi. Vous n'avez pas manqué de pédagogie, vous n'avez pas fait campagne, vous avez reculé, vous avez renoncé. Bref, en tout cas, c'est vraiment une période hyper importante pour moi qui définit absolument ce qu'a été le quinquennat Hollande en termes de gages donnés à la droite, de victoires concédées à la droite alors que il n'y avait pas besoin. Rappelle qu'il y avait quand même la majorité de partout, etc. Et surtout qui a préparé le terrain à toute l'union des droites qu'il y a eu derrière, tout le confusionnisme, qui a lancé des carrières, hein, Eugénie Bastier, Caroline Fourest, elle avait déjà
un peu une carrière, mais en vrai, c'est là qu'elle a eu ses lettres de noblesse un petit peu de gauche. Et en même temps aussi, qui a été quand même la première panique morale anti-trans. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, ce moment-là qui, à mes yeux, est le symbole du quinquennat Hollande, ça a été la première panique morale anti-trans massive en France. C'est que la transphobie a préexisté, encore une fois, à la visibilité un peu mainstream des identités LGBT en 2015, de 2015 à 2017, on va dire. Donc c'est encore un truc aussi qui est assez intéressant. C'est pour ça que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est un élément, je trouve, de l'histoire politique de France qui est important de répéter, parce que c'est aussi, c'est exactement tout ce qu'il faut pas faire. Reculer, ne pas tenir bon, ne pas soutenir, ne pas organiser de contre-campagne. Pareil, pour le mariage pour tous, il n'y a pas eu de contre-campagne du gouvernement. Il n'y a pas eu de contre-campagne pour défendre les ABCD de l'égalité et de laisser la droite gagner sur le terrain des idées tout en se disant on va avoir une petite victoire ici et là, on va faire un petit truc, allez, on a le mariage pour tous parce que de toute façon on a la majorité, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit retour en arrière dans l'histoire de France vous a plu. J'espère que ça vous aura replongé dans des moments rigolos. Mais bref, allez, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.